Creative Stories. Hello, je suis Richard Saint-Etienne, fondateur de la Narrative Agency Épisode. Parce qu'on aime les belles histoires avec plein de rebondissements, je vous propose d'explorer les trajectoires hors du commun d'entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes qui ont changé de vie ou en vivent plusieurs à la fois. Quels déclencheurs, quels enjeux, quels enseignements? Autant de facettes à découvrir ensemble et ça commence maintenant. C'est un Creative Stories un peu spécial que je vous propose. J'ai eu la chance d'être invité à animer une tranche du studio podcast lors de l'événement FD Day organisé par France Digital. J'y ai reçu Victor Joly, VC et investor chez Ventec. On va y parler de tech, bien sûr, interroger la place de l'humain dans le capital risque, tout comme ses impacts. Est-ce qu'il y a une tech for good? Salut Victor. Salut, comment ça va? Ça va pas mal et toi? Bah écoute, en pleine forme. Comment s'annonce cette journée FD Day? Bien remplie, on l'espère, avec pas mal de meetings avec beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, on va essayer de tenir le choc. Tu peux te présenter en mode elevator pitch, bien sûr. Ouais. Écoute, pour te la faire très courte, moi je suis un des investisseurs de l'équipe de Ventec, basé à Paris. Donc je travaille dans un fonds dit de capital risque. Donc j'investis dans des startups dans toute l'Europe, sur des structures assez jeunes, avec des entrepreneurs qui sont entre 2 et une dizaine dans leur société pour essayer de révolutionner le monde numérique. Voilà, moi j'ai grandi à Paris, j'ai fait plutôt des études côté école de commerce, avec un petit passage par la case Brésil pendant mes études et mes jeunes années. Et ayant toujours été plutôt intéressé par la tech, moi j'étais plutôt un petit geek à la maison et j'ai même travaillé un peu dans le secteur des jeux vidéo au tout début de ma carrière. Assez naturellement, j'ai essayé de côtoyer des gens de ce milieu qui essayaient de construire des choses assez nouvelles. J'ai eu très envie de les suivre et de pouvoir essayer de les backer à ma façon en investissant dans leurs projets. Top. Tu voulais faire quoi enfant? Alors moi pour le coup c'était plutôt j'aimais beaucoup les jeux vidéo, j'aimais beaucoup les trucs technologiques, donc c'était soit travailler dans des secteurs dits genre la NASA, l'exploration spatiale ou des choses comme ça, soit travailler sur des choses plus vidéoludiques. Mais c'était pas forcément une évidence que j'allais me retrouver chez les méchants businessmen qui investissaient à grands coups de billets dans des startups pour révolutionner le monde numérique. Parce qu'eux aussi ils ont changé en fait. Bah, je pense que eux aussi ils ont changé. J'ai changé. On a tous changé. Enfin, quand j'étais petit dans les années 90-2000, la tech en France c'était quand même pas c'était quand même encore pas super connu. Dire aux États-Unis il y avait quand même quelques succès qui démarraient, mais en France il y avait aucun fonds de capital risque. Enfin, c'était quelque chose dont on avait déjà parlé. Et donc je m'étais plutôt penché sur des choses qui étaient un peu visibles, quoi. Donc le jeu vidéo. Exactement. J'ai même commencé à bosser dans le jeu vidéo chez Ubisoft, qui est donc une des grosses boîtes françaises, même mondiales, du jeu vidéo. Plutôt en gros, le projet sur lequel je bossais, c'était à un moment donné où se posait la question de lancer une solution game as a service. On investit beaucoup chez les venture capitalistes dans des boîtes SaaS as a service, et on s'était posé la question chez Ubi de lancer une solution par abonnement plutôt que des jaquettes dans des boîtes avec des disques, et on s'était dit que c'était un peu dépassé. Donc la question c'était est-ce que ça a du sens, oui, non? Est-ce que les gamers sont prêts à passer à ce modèle-là? Et la réponse c'était ouais, tout le monde était très très chaud dans l'écosystème gamer et les joueurs attendaient que ça. Mais par contre le shift en termes de business model pour Ubi était un peu compliqué à gérer. Donc on a fait une solution un peu entre deux où tout le catalogue n'a pas été mis en abonnement, mais seulement une partie. Mais c'était un peu ça permettait de réconcilier un peu le côté passion et le côté boulot. Et comment tu bifurques du vidéo game au venture capital? Eh bien en fait, figure-toi qu'il existe des venture capitalistes qui investissent dans les sujets gaming, et c'est des choses que j'ai pu voir un peu en bossant chez Ubi. Et par ailleurs, quand j'ai commencé à bosser chez Ubi, l'équipe Data Science avait commencé à s'onboarder sur un outil qui était un petit data studio qui trouvait pas mal, qui s'appelait Dataiku, qui est donc une des très très grosses success stories françaises. Et donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage pour essayer de comprendre un peu qui étaient ces gens et ce qu'ils construisaient. J'avais par ailleurs quelques copains d'école de commerce qui commençaient à essayer de réfléchir à monter leur boîte. Et quand tu montes une boîte aujourd'hui dans une école de commerce, c'est plus rare de monter des PME comme il y a 20-25 ans où tu vas faire des moustiquaires sur mesure en Alsace ou des choses comme ça. Tout le monde essaie de monter un peu des startups. Et donc en prenant des cafés, des discussions avec des petits camarades qui essaient de construire leur boîte, j'ai vu qu'il y avait tout un écosystème de gens très intéressants qui essayaient de monter des boîtes dont l'objectif c'était d'ici une dizaine d'années de devenir probablement aussi grosse qu'Apple, qui est quand même plutôt enthousiasmant, et qu'il gravitait tout un tas de gens dont le boulot consistait à essayer de réfléchir sur des grandes idées, des marchés, prendre des cafés avec des entrepreneurs et potentiellement leur faire des chèques pour leur donner
de la latitude pour faire grossir leur projet. Tu t'es dit c'est pour moi. Et je me suis dit mais ça c'est tout moi quoi. Enfin, surtout le chèque. Surtout écrire les chèques. Vraiment c'est vraiment le gros plaisir et ça te permet d'accéder en fait à. Enfin, c'est un job qui est assez exceptionnel, ce job de faire du VC, parce que tu as un accès à un nombre d'entrepreneurs qui est absolument incroyable. Tu peux suivre de très près plusieurs projets que eux, un entrepreneur ne peut en suivre a priori qu'un seul pendant une dizaine d'années de sa vie. Donc ça te donne une exposition à des projets qui ont un levier pour avoir un impact sur le monde qui est quand même assez énorme, et en préservant aussi quelque part un peu ton équilibre de vie, un peu plus que eux, qui eux, pour le coup, se mettent un peu plus dans le rouge. Je crois que vous bossez beaucoup quand même chez les VC. On bosse beaucoup, mais je pense vraiment que par rapport à un entrepreneur, je pense qu'il y a un ordre de magnitude et le niveau de stress est différent aussi, parce qu'oublie pas que nous, les VC, quand on finance un entrepreneur, on en finance une vingtaine. On est derrière eux, on essaie de donner le maximum pour qu'ils puissent faire prospérer leur projet. Mais eux, s'ils se cassent la gueule, c'est toute leur boîte qui tombe. Ils ont recruté des gens, c'est des gens dont ils sont responsables, dont ils versent le salaire à la fin du mois. Bien sûr. Et le niveau de stress est incomparablement supérieur au nôtre, je pense. C'est intéressant ce que tu ressens. J'ai l'impression que c'est même sensible. Tu vois, c'est cette partie-là qui fait partie des échanges que tu as avec les équipes régulièrement, j'imagine, non ? Ou pas, juste t'en es le témoin sans être acteur. Ouais, quelque part, je pense en être le témoin et moi, je le ressens aussi, mais tout en sachant assez humblement que, encore une fois, je suis à 10 000 kilomètres des entrepreneurs qui sont en train de faire grossir leur boîte. Mais ce métier, c'est un métier où quand même on a de la chance. C'est un métier d'humain. C'est vraiment pas du tout un métier de financier. C'est un métier où faut apprécier le contact humain, faut apprécier l'interpersonnel, faut apprécier le fait de sentir les gens, d'essayer de comprendre leur motivation, comment ils vont réagir face à la difficulté. Face aux autres, est-ce qu'ils vont être capables d'embarquer des gens dans un projet ? Et quelque part, il y a beaucoup d'affect aussi qui joue. Et alors cette partie-là, hyper intéressante, est-ce que vous avez des protocoles pour l'aborder ou c'est vraiment que du ressenti de plusieurs personnes de l'équipe Ventech que vous partagez après ? Ouais, nous on essaie d'être on a une approche assez collégiale. On essaie assez vite de tout notre process et penser pour essayer de rencontrer le plus vite les entrepreneurs, mais de façon collective. Donc ça nous permet assez vite de mesurer les ressentis qu'on a et partager, et ça ouvre l'esprit de l'équipe qui est ce qu'on appelle sur la deal team, qui sont les 1 ou 2 de l'équipe qui vont essayer d'exécuter un deal. Donc ça c'est un premier point. Après pour les fonds c'est une bonne remarque. Il y a quand même pas mal d'attentes sur quand on est investisseur sur tu dois être capable de te former toi-même quand même sur ce sujet-là. Alors il y a des bouquins qui existent et qui sont bien. Le sujet est quand même assez balisé, assez bien traité, mais tu n'auras pas forcément une session de workshop tous les trimestres pour te former sur ce sujet-là en particulier. Tu vas avoir des gros points de formation sur comment gérer un board, peut-être des sujets plus financiers ou des sujets techniques. Sur la partie interpersonnelle, c'est plus à toi de le faire, et ça te permet de faire si tu aimes ces sujets-là et que tu es capable de te former, ça peut être un bon différenciant pour toi pour essayer de gagner des deals un peu avant les autres, de tisser du lien avec les entrepreneurs. Donc ouais, c'est hyper important, mais c'est vrai que c'est un peu parfois un angle mort de la formation dans notre métier. Ouais, c'est intéressant. Et alors Ventech, je rembobine un petit peu. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Ventech ? Écoute, Ventech, on est un des historiques de la place européenne. Ça fait à peu près 25 ans qu'on existe. La devise, ça a toujours été de backer des entrepreneurs qui voulaient scaler, surtout on va dire internationaliser leur boîte tech. Et dans ce contexte-là, nous, on essaie de les aider dans leur expansion internationale. Donc c'est pour ça que tu as 5 bureaux en Europe. Tu as Paris, Munich, Berlin, Helsinki, on vient d'ouvrir Stockholm la semaine dernière. Et on a même lancé une plateforme sud-asiatique dans les années 2010 avec 2 bureaux qui sont Hong Kong et Shanghai, où il y a une vingtaine de personnes qui déploient un fonds dédié qui s'appelle Ventech Asia du coup. Et en Europe, nous, on investit en termes de maturité, ce qu'on appelle en seed et en série A, qui sont dans des très jeunes pousses, qui sont donc avant le product market fit, donc pour le seed, sur des boîtes où il y a à peine quelques clients, parfois sur slide. Tu vois, on avait fait des deals comme Webedia qui était sur PowerPoint, où le product market fit est relativement démontré. Tu as déjà des premiers clients, des preuves de traction, des types qui commencent à acheter ta solution et puis acheter de plus en plus. Donc c'est un peu ça le sweet spot. Et la petite particularité, c'est que nous, on est quand même une des sociétés de gestion qui est 100% indépendante du marché européen. On n'a pas été racheté par un très très gros gestionnaire d'actifs, donc l'équipe est complètement à la manœuvre pour exécuter les deals, planifier, exécuter la stratégie. Donc c'est un peu le différenciant de Ventech dans ce marché européen qui commence à être assez, mine de rien, bien fourni côté VC. C'est un peu plus dur en ce moment le marché, non ? Alors écoute, il y a un gros forum d'investisseurs qui investissent dans les fonds qui se tient en ce moment. Ouais. Le mot d'ordre de tout le monde apparemment, ça a été de dire tout va bien.
Et quelque part, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'en 2020, on est dans une situation où l'écosystème, après 2021 et 2020, se réveille peut-être un peu avec la gueule de bois, de l'exubérance, des grands tours, avec des Tiger Global, des gros gestionnaires d'actifs qui investissaient des centaines de millions dans des boîtes où le business model était potentiellement un peu shaky. Mais je pense qu'on est au stade où tout le monde se rend compte que si tu fais la courbe entre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2023, c'est certes une année qui est bien moindre en termes de montant déployé, de traction que 2022, 2021. Mais la tendance de fond, elle est là. T'es quand même en croissance depuis 2020, t'es quand même en croissance depuis 2019. Les talents sont là. L'écosystème mature. La France est un pays qui forme quand même beaucoup de très bons ingénieurs qui ont pu s'exposer à l'hyperscale dans des belles scale-up et qui continuent de monter des projets. Et d'un autre côté financement, la plupart des VC français et européens, souvent avec le concours des LP de leurs investisseurs comme la BPI, le Fonds européen, ont mine de rien tous réussi à re-embarquer des fonds pour leur nouveau vintage, leur nouveau véhicule. Et donc les fonds sont disponibles aussi. C'est un contexte positif qui s'est régulé, mais qui continue d'être en croissance sur la tendance. Ouais. Exactement. Donc quelque part, l'écosystème s'est un peu purgé et repart de l'avant et va repartir de l'avant parce que c'est tendanciel. Tech is still eating the world. L'argent est là, les talents sont là. Donc les tendances lourdes n'ont pas changé. Bon. Toi, une journée chez Ventech, c'est quoi ? Alors la journée chez Ventech, très souvent ne se passe pas au bureau de Ventech. Nous, les VC, on est quand même très souvent très distribués en ville pour aller rencontrer des entrepreneurs, souvent à l'étranger. J'étais à Copenhague la semaine dernière parce que je passe beaucoup de temps dans les Nordics. Donc une journée type, en moyenne, un bon tiers de ta journée, voire la moitié de ta journée, n'est pas au bureau, il est dehors. À essayer de rencontrer des entrepreneurs, de rencontrer des opérateurs qui vont peut-être pouvoir t'aider si tu as des boîtes qui essaient de craquer des marchés parce qu'ils peuvent te donner des conseils, parce qu'ils peuvent te faire des intros pour des clients, parce qu'ils connaissent peut-être un de leurs super jeunes product managers qui veut monter une boîte et dans laquelle tu vas pouvoir investir. Donc la moitié de ton temps est en fait souvent distribué dehors à faire de la chasse pour sourcer des deals ou essayer d'apporter de la valeur à tes boîtes. Et l'autre moitié du temps consiste sur ce qui reste, pour la moitié, donc à peu près 25% de la journée, à conduire des due diligence un peu plus avancées sur les boîtes où tu as très envie d'investir, où tu essaies de comprendre comment fonctionne le marché, qui sont les clients, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, est-ce qu'ils sont prêts à payer. Passer du temps avec les entrepreneurs qui montent les boîtes où justement tu as envie d'investir pour essayer de tisser du lien et comprendre un peu comment ils ont envie de construire leur boîte. Et le reste peut être lié à, mine de rien, on a un peu d'administratif à faire nous aussi, on a des ressources humaines à gérer, des équipes. Et puis faire de l'évangélisation en interne auprès de tes collègues pour expliquer pourquoi l'entrepreneur à qui t'as parlé il y a 2 heures, il est formidable et qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table pour investir. Bon. Eh ben, écoute, c'est ça, parfait, parce que ça permet de reboucler avec la question de l'humain et de la place de celui-ci. Tu l'as anglais d'ailleurs directement dessus, donc c'est une préoccupation qui t'habite. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je me demandais, de manière un peu candide, la place que ça prend, visiblement très importante, dans la sélection d'une participation. Je reformule, est-ce que vous avez pas pris des beaux projets parce que l'équipe n'était pas au niveau, et inversement? Le grand proverbe dans l'industrie, c'est il faut pas sous-estimer la capacité d'une équipe exceptionnelle avec une idée un peu bancale à faire une boîte incroyable. Et donc, partant de là, un fondateur absolument dingue peut effectivement, sur des marchés que tu ne soupçonnais pas, te retourner le cerveau et te faire comprendre que c'est un marché absolument porteur, et 2, arriver à craquer un marché où tout le monde lui a dit que c'était impossible, il y a 150 boîtes qui sont parties au tapis avant lui, et pourtant il va y arriver. Enfin, un exemple assez parlant pour Ventech, c'est une boîte qui s'appelle Believe Digital, qui est un des gros leaders de la musique, schématiquement c'est un peu la 4e major, et qu'on a introduit en bourse il y a 2 ans sur l'Euronext. Je veux dire, quand on a rencontré l'équipe fondatrice de Believe, on se voyait pas forcément investir dans la musique dans les années 2000. Et un type qui se pointait en 2005 en disant a priori l'industrie du CD-ROM c'est mort et demain vous écouterez tous sur des devices portables de la musique que vous allez streamer. C'était quand même un peu long shot. Et pourtant, voilà, la boîte vaut 2 milliards aujourd'hui et fait quasiment 1 milliard de revenus, emploie des milliers de personnes et c'est un des très très beaux succès de la French Tech. Donc en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si t'as pas un fondateur incroyable, même si tu es sur une opportunité de marché qui est absolument dingue, dans un monde qui est ultra concurrentiel, où t'as des VC en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, ou aux États-Unis, il y a peu de chances que cette équipe-là, qui a pas un je ne sais quoi qui fait qu'elle va arriver à craquer un marché et devenir ce qu'on appelle catégorie leader chez nous. Ok. Tu as dit tout à l'heure, c'était pas tout à fait tes mots, mais en gros, des projets qui peuvent faire bouger les lignes, qui peuvent un peu changer le monde. Est-ce que tu penses vraiment que la tech peut avoir un impact positif sur le long terme ?
C'est assez ambivalent parce que historiquement, ça n'a pas vraiment été le cas quand même. Enfin, la tech, on a quand même financé des business dans les années 2000 comme des Amazon qui sont quand même pas réputés pour avoir un impact de fou. Même si tu regardes ce que fait un Netflix avec ce qui draine en bande passante aujourd'hui, c'est assez gourmand et c'est assez énergivore. Ma thèse, c'est que d'ici 10 ans, je pense qu'on fera probablement tous de l'impact, entre guillemets. Et dans un monde où, effectivement, l'urgence climatique est quand même de plus en plus prégnante et visible pour tout le monde, je dis bien tout le monde, elle a toujours été là, mais elle commence à être vraiment visible pour tout le monde, je pense qu'on peut avoir un impact. Soit en finançant des projets qui sont 100% drivés par l'impact, par exemple sur le climat. Enfin, nous, on a lancé un fonds qui est dédié à ça, qui s'appelle AFI Venture, qui est un fonds qui finance les très très jeunes pousses dès le démarrage. Donc vraiment, quand il y a 2 fondateurs dans un garage avec une idée et qui ont mis quelques idées sur le papier. Soit parce qu'on va financer des business en leur disant voilà les bonnes pratiques que vous pourriez adopter, qu'on a vu qui ont marché dans d'autres business, qui pourront vous aider à croître de façon plus soutenable. Mais c'est un débat dans la tech parce que si tu réfléchis bien, croître d'un point de vue business, aller chercher de l'hypercroissance, c'est assez antinomique d'un point de vue de l'impact. Puisqu'a priori, si tu génères du revenu, tu vas forcément quelque part dégrader ton environnement. Si tu fais de l'hypercroissance, tu mets sous tension tes forces vives dans ta boîte. L'humain, normalement, on progresse de façon linéaire. On essaie d'aller chercher des boîtes qui ont une croissance exponentielle. Donc partant de là, tu vois bien que tu risques de mettre certaines personnes dans ta société en porte-à-faux et à créer de l'impact plutôt négatif. Donc il y a cette ambivalence-là, mais nous, en tout cas, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'investisseur d'aller financer des boîtes qui peuvent, d'un point de vue tech, essayer d'aider à résoudre les problèmes liés au climat, à la consommation énergétique, les problèmes sociaux. On a investi avec AFI Venture dans une boîte qui fait de la colocation intergénérationnelle. D'accord. Donc c'est notre responsabilité là aussi d'aller financer ces boîtes-là. Merci beaucoup, Victor, pour ce message aussi très positif et qui montre aussi l'implication que peuvent avoir les VC, les préoccupations qui s'incarnent au quotidien dans leurs actes. Ouais, merci de m'avoir reçu. Super sympa.